Bonjour, Bonjour. bienvenue à Japan Impact Pocket 2021. Enchanté, c'est David et Tomoko de Maocha Thé japonais. Donc nous avons l'honneur cette année d'être conviés pour une petite présentation qui sera sur le, comme vous pouvez le voir, qui sera sur la cuisine japonaise, washoku, n'est-ce pas, en japonais. Et voilà de quoi nous allons vous parler, c'est-à-dire une petite présentation rapide de Maocha, thé japonais. Et puis ensuite, washoku, ce qu'on entend par là, et ce qui manque aux Japonais qui vivent ici. On a fait un petit sondage. Et ensuite, nous verrons les points importants. On en a mis 3, mais bon, après, ça dépend comment on compte, pour savoir ce qui est important pour les Japonais dans la cuisine japonaise, ce qui est distinctif, ce qui la rend délicieuse, etc. Et vous serez peut-être surpris. Voilà. Et enfin, en petit bonus, il y en aura 2 en fait de bonus, mais à la toute fin, le bonus, ce sera comment cuire le riz à la japonaise. On vous montrera tout, on va vous faire un petit tutoriel. Voilà. Alors, on commence tout de suite. Donc, Maocha thé japonais, c'est un salon de thé qui est à Lausanne, pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, on est à la rue de la Grotte, juste à côté de la place Saint-François. On avait à l'époque des places assises, mais bon, vous savez ce que c'est. Hein. À l'époque, il y avait aussi Japan Impact en présentiel, donc ça vous laisse une idée de ce qui se passe. Ça ne vous étonnera pas. Donc, on a des thés, on vend des thés à emporter sur place. Là, comme vous pouvez voir, on vend aussi des accessoires pour le thé, du thé en vrac. Et donc, on faisait à l'époque des ateliers. En plus, les gens se rassemblaient et on parlait du thé, on montrait comment le faire, comment bien le préparer, etc. Et on vend évidemment encore aujourd'hui des douceurs japonaises, ce qu'on appelle souvent ici les mochi, vous savez, les choses à base de riz gluant, et également les dorayaki, on a du chocolat en matcha, etc., etc. Voilà, donc assez parlé de nous, on va rentrer dans le vif du sujet et je vais me changer. On est de retour et là, comme vous pouvez le voir, c'est la partie en costume. On a fait un effort sur les costumes, ouais, sur la déco, les costumes. C'est toute une organisation. Donc voilà, on va rentrer dans le vif du sujet maintenant. On va parler de la cuisine japonaise. Et donc, on s'est dit que ce pourrait être intéressant de savoir ce qui manque en cuisine japonaise aux Japonais eux-mêmes. Parce qu'il y a ce qui a du succès ici, mais qu'est-ce qui leur plaît à eux dans leur cuisine nationale? Quels sont les plats qui leur manquent pour ceux qui ne vivent pas au Japon? On en a profité pour demander aux gens autour de nous. On a fait un petit sondage, histoire de voir ce qui, eux, arrive dans leur, en premier, s'il y a des choses qui se détachent. Voilà. Alors, les plats qui manquent aux Japonais, on s'est dit, on va vous poser la question d'abord, est-ce que vous avez une idée? Qu'est-ce qui, à votre avis, leur manque le plus quand ils sont ici? Quel type de nourriture? Je vous laisse 5 secondes pour réfléchir et puis après, on va en venir au résultat. Alors, 5, 4, 3, 2, 1. C'est bon? Vous avez trouvé? Parfait. Alors, on y va. Donc, les sushis. Les sushis, on en trouve ici aussi, évidemment, mais on ne trouve pas forcément toutes les variétés, tous les types de sushis comme on peut les trouver au Japon. Et parmi les sushis qui manquent aux Japonais, il y a les différentes sortes de thon. C'est vrai que souvent, on trouve du thon rouge, mais c'est quand même plus difficile de trouver les parties plus grasses du thon, plus proches du ventre, comme le chutoro otoro, comme on dit, donc le thon moyennement gras et carrément gras, si on peut dire, qui sont nettement plus fondants et qui sont plus difficiles à trouver ici. Ensuite, il y a ce qu'on appelle, là on en a 2 illustrations, hikarimono, ce sont des poissons comme ça, avec une
une peau très brillante, argentée, parmi lesquelles la sardine, le maquereau et le chinchard. Le chinchard, c'est un poisson qui est répandu au Japon, qui s'appelle aji, qui est moins connu ici, c'est vrai. Parfois, on le voit sur des menus, mais c'est quand même assez rare. Et tous ces poissons-là sont des poissons très délicats. Ça veut dire que très vite, ils tournent, il faut faire attention, et on les travaille souvent moins ici qu'au Japon, alors que malheureusement, ils sont délicieux. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça, parce que la cuisine japonaise est quand même très variée. Et par exemple, nous avons quand même réussi à compiler une liste longue comme ceci, je ne sais pas si vous voyez, jusqu'ici, de choses qui manquent au japonais. Alors, on va continuer. Après les sushis peu courants ici, il y a les sashimi. C'est un peu en lien avec ce qui précède, toujours la fraîcheur du poisson, le fait que le Japon est une île, les poissons sont beaucoup plus frais, et puis il y a toute une culture comme ça du poisson qui fait qu'ils sont incomparables, à tel point que les gens de la campagne diront que les sushis à Tokyo ne sont pas bons, qu'ils sentent, qu'ils sont vieux, alors que par rapport à ce à quoi on a plus souvent accès quand on est en Suisse, éloigné de la mer, ça nous paraît déjà très très frais. Unagi, l'anguille, cette anguille caramélisée qui est beaucoup travaillée pour éviter que, comme c'est un poisson très très riche en arêtes, pour que ce soit agréable en bouche, il faut l'entailler de manière très très régulière et très très rapprochée pour permettre de le manger tel quel. Et donc c'est cuit au charbon et ensuite servi souvent sur du riz. Et puis les soba, car les nouilles ont une place importante dans le régime japonais, que ce soit donc les soba de sarrasin ou les udon, et puis après, on en verra d'autres, hein, les ramen, etc. Ce sont des plats qui ont beaucoup, beaucoup de succès, qu'on trouve sous différentes formes au Japon. Alors, ça c'est un peu la catégorie qui me semblait un peu plus surprenante, mais on a eu pas mal de votes pour des plats qui donc ont une influence qui n'est pas que japonaise. Donc, il y a tout ce qui est de la friture, katsu, donc le porc pané. Ça, j'imagine que c'est assez connu. On le trouve maintenant ici dans certains restaurants. Et donc, nous aussi, hein, on a des escalopes panées, des choses comme ça. Mais néanmoins, vous avez bien remarqué que ce n'est pas pareil. C'est dû au fait que la chapelure n'est pas la même. C'est frit, ça n'est pas saisi à la poêle. Et là, on a ce qui s'appelle kushikatsu. Donc, c'est littéralement des kushi, ce sont les brochettes. Donc ça, c'est un plat typique du Kansai, Osaka, etc. Ça se mange dans des petites échoppes. C'est assez sympathique si vous avez l'occasion. C'est-à-dire que normalement, on vous sert des brochettes comme ça, donc il y a des frites, il y a différentes choses. Là, on voit des crevettes, il y a aussi des légumes, des asperges, des choses comme ça. Et puis, on trempe dans la sauce et tout le monde partage la sauce. Donc, on a le droit de tremper qu'une fois. Il faut faire attention si vous trempez la brochette dans laquelle vous avez déjà mangé, les gens vont faire la tête. C'est un peu comme quand on remet l'assiette de sushi qu'on a prise quand on va dans ces sushis abordables. Voilà, toujours dans la rubrique friture, il y a kaki, fry. Donc kaki, ce sont les huîtres qui cette fois ne se mangent pas crues, mais à nouveau panées et frites. Et on a eu plusieurs votes. Et peut-être une des choses les plus étonnantes pour moi, ça a été le Ichigo Shortcake. Donc Ichigo, ce sont les fraises. Alors c'est un gâteau avec pas mal de crème et puis une pâte assez légère. Bon, moi honnêtement, on sent que c'est pas ma spécialité, que c'est pas les desserts que je mange le plus, mais ça me fait un peu penser à un fraisier. Mais même si on a des fraisiers ici, nombre de Japonais et de Japonaises nous ont dit que ça leur manquait du Japon. Stop.
Matsugi. Alors, en ce qui concerne le washoku, donc on va essayer de définir un petit peu. Donc là, on a vu ce qui manquait au japonais, on a vu différents aspects de la cuisine japonaise. On va rentrer un peu plus dans le vif du sujet à partir de maintenant. C'est-à-dire qu'en fait, ce que nous, on considère comme cuisine japonaise, il y a plusieurs sources. Alors, évidemment, c'est toujours plus compliqué que ça, hein, ça se mélange, etc. On a fait des catégories un petit peu comment dire, on a peut-être un tout petit peu simplifié, hein, c'est pas une recherche universitaire. Mais donc, le washoku tire ses influences de plusieurs régions différentes. Et donc, bien évidemment, ce dont on va parler, tout ça, ce sont en règle générale. Hein, il y a parfois des gens qui ont des régimes alimentaires un peu différents, il y a des exceptions, etc. Mais là, on parle en règle générale. Et on va donc parler des différentes influences avec, en premier, donc ce qui pour beaucoup de gens est typiquement japonais, comme les ramen, eh bien en fait c'est un emprunt à la cuisine chinoise. C'est un emprunt d'ailleurs relativement récent de ce qu'on en sait. On pense que ça a à peu près un siècle et que ce serait rentré par Yokohama où il y avait des travailleurs chinois et qu'ils avaient amené ça avec eux parce que c'est un plat où il y a de la viande, il y a un mélange de choses avec les nouilles qui se faisait moins traditionnellement au Japon. Il y a aussi les gyoza, les raviolis, qui sont également d'origine chinoise, d'ailleurs origine plutôt du nord de la Chine. Et puis, il y a les brioches à la vapeur, qu'au Japon on appelle nikuman. C'est vrai que là-bas on les trouve partout, hein. Si vous allez dans un combini, vous pouvez en acheter. Et puis, dans des versions d'ailleurs un petit peu fusion, il y en a avec un intérieur qui fait penser à de la pizza, donc il y aura de la tomate, etc. D'autres qui ressemblent un peu à des tacos ou curry. C'est assez mélangé comme ça, ça s'éloigne de la sauce chinoise, ça se fait pas trop. Et puis, le riz sauté, qui est assez courant sur la table japonaise. Alors, le riz sauté, ici, on l'appelle le riz cantonais. Ça, littéralement, c'est chahan en japonais, chao fan en chinois. C'est vraiment riz sauté. Je ne sais pas d'où vient cet adjectif de cantonais. Ça ne s'appelle jamais comme ça dans les langues de là-bas. Et donc, ce sont des cuisines qui sont très appréciées. D'ailleurs, le ramen est arrivé dans notre liste de choses qui manquent aux Japonais. Mais néanmoins, ce sont des plats qui sont marqués d'une influence chinoise forte. Voilà. Ensuite, donc, la cuisine chinoise occidentale, comme on l'appelle parfois, c'est-à-dire tous ces plats que les Japonais se sont appropriés, qu'ils ont transformés, mais qui ont une source plutôt dans la cuisine occidentale. Et c'est le cas, par exemple, de ce qu'on avait abordé tout à l'heure, c'est-à-dire kaki fry. De toute façon, fry, ça vient de l'anglais. Hein. Ça s'écrit fry, mais c'est F-R-Y, comme en anglais, quoi, en fait. Donc, ce sont des huîtres, mais qui ont été panées et frites. Et là, on voit aussi, toujours dans le rayon de la friture, c'est les croquettes. Donc souvent, c'est à base de pommes de terre ou alors parfois de potirons, etc. Et ça a beaucoup de succès au Japon. Ça sert souvent aussi dans les cantines, etc. Il faut que la friture vienne d'être faite pour que ce soit vraiment agréable. Et ceci, je ne sais pas si vous reconnaissez. Donc, ce sont ce qu'en japonais on appelle omurice. Donc, c'est du riz, un petit peu sauté, qui est emballé, enroulé dans une omelette. Et comme on peut le voir sur cette illustration, souvent on met un petit peu de ketchup dessus. Et un des plats les plus emblématiques peut-être de ceci, on voit quand même qu'il y a du riz, il y a toujours du riz, mais
c'est de la viande avec des oignons et des petits pois dans une espèce de sauce brune, une espèce de sauce. Au Japon, on trouve souvent marqué demi-glace, la sauce. Donc c'est une sauce française, quoi, avec une réduction, mais qui a été japonisée. Ça se retrouve souvent dans les restaurants qui servent des menus le midi, des formules le midi. Ensuite, toujours, alors là, c'est un petit peu plus compliqué, je pense que tout le monde ne sera pas d'accord, hein, mais c'est un peu plus sujet à controverse. Donc le fast-food à la japonaise, parce que c'est vrai que pour nous, le fast-food, souvent l'image, c'est plutôt hamburger, pizza, des choses comme ça. Au Japon, il y a toute une partie du fast-food qui est relativement sain. Typiquement, c'est le cas des soba et des udon. Et donc, il y a des auberges traditionnelles où on vous servira des soba et des udon. Mais il y a aussi une version plus rapide, sur le pouce. Et pour ceux qui ont voyagé au Japon, ils ont peut-être vu que dans les grandes gares, parfois sur le quai, il y a une espèce de petite échoppe où les gens mangent debout. Et ils achètent un ticket, ils commandent des nouilles. Et en quelques minutes, comme ça, sur le pouce, ils mangent leurs nouilles et ils continuent leur journée ou leur trajet. Donc, c'est quand même, ça reste assez sain par rapport à ce que nous, on a comme nourriture à manger sur le pouce. Il y a également ce qu'on appelle au Japon les donburi. Donc, donburi, c'est du riz sur lequel on met une garniture. Il y en a beaucoup de différents. Un des plus connus, c'est le gyudon. Donc, ce sont des tranches de viande de bœuf assez gras, avec des oignons et une sauce. Et donc, ce sont des plats, c'est souvent des plats meilleur marché. C'est-à-dire que quand vous n'avez pas un plateau avec différents plats, mais quand c'est mis directement sur le riz, c'est souvent un peu meilleur marché. Il y a également, comme souvent au Japon, des chaînes qui se spécialisent dans ce type de plat. Excusez-moi, à la vôtre, un bon thé vert. Ensuite, puisqu'on a vu cette cuisine qui a eu des influences, il y a une partie de la cuisine japonaise qui est un peu plus, qui semble venir plus des origines, avec des concepts qui sont différents de la plupart des autres cuisines du monde. C'est ce qu'on va aborder maintenant. Donc, on le voit ici avec quelques exemples. Donc, paradigmatique, la soupe miso, qui est au cœur de l'alimentation japonaise. Traditionnellement, elle se mangeait matin, midi et soir. Il y a aussi le poisson grillé, puisque évidemment les Japonais ne mangent pas que du poisson cru, ça je pense que vous le savez. Il y a aussi la tempura, qui est un plat d'origine portugaise, comme on le sait, mais néanmoins, dans sa version japonaise, il y a tout ce côté de légèreté et d'avoir une friture, c'est pas vraiment une panure, mais qui est presque translucide. Et puis là, par exemple, on voit un bento à la japonaise avec des fruits de mer, des légumes qui souvent ont été bouillis. Il y a traditionnellement, avec évidemment la tempura étant une exception, dans l'ensemble, il y a moins de friture dans les plats traditionnellement purement japonais. Alors, quels sont les concepts centraux de la cuisine japonaise? Alors, les 3 points importants selon moi, attention. Ça devient sérieux. Donc voilà. Donc, ce qu'il y a dans la cuisine japonaise traditionnelle, qui est assez central, c'est ce qu'on appelle en japonais hikizan, ce qui veut dire littéralement la soustraction. Et en français, on aime souvent traduire par l'épure. Effectivement, la soustraction, c'est pas connoté très positivement dans nos langues. Ça semble dire qu'il manque quelque chose, qu'on vous a retiré quelque chose, alors que l'épure, c'est revenir à l'essence des choses. Ensuite, la façon de manger aussi est un peu différente.
c'est quelque chose qui s'éloigne de nous. C'est-à-dire qu'il y a ce dicton de hara hachibome, ce qui veut dire manger à 80%. Il ne s'agit pas de manger totalement. Et puis, malgré tout, on va aborder ça un petit peu aussi parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur. Et puis, ça fait partie de l'histoire gastronomique du Japon pendant très longtemps, même si maintenant, évidemment, avec l'influence occidentale, on boit de plus en plus de choses différentes. Et puis, il y a du café, enfin, on trouve de tout. Mais c'est vrai que le thé a été très central pendant longtemps. Alors, l'épure. On a vu les différentes influences de la cuisine japonaise, mais il y a une cuisine japonaise qui est plus traditionnelle, plus originale, qui est vraiment pour beaucoup de Japonais, quand on dit washoku, cuisine japonaise, c'est ce à quoi ils pensent, plus que des raviolis ou des soupes de nouilles d'influence chinoise. C'est donc cette cuisine qui se concentre sur certains principes de base qu'on va essayer d'aborder ici. Alors évidemment, c'est un sujet compliqué, c'est assez éloigné des cuisines que l'on connaît nous. En effet, Kizan, ça veut dire soustraction, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc soustraction, c'est souvent connoté un peu négativement chez nous. Dans la tête de beaucoup de Japonais, la différence entre la cuisine japonaise véritable et la cuisine occidentale, c'est justement le fait que la cuisine japonaise serait du côté de la soustraction et la cuisine occidentale de l'addition. Ça veut dire on additionne les goûts, on fusionne les goûts. Alors que dans la cuisine japonaise, il est très important de sentir le goût original des aliments. On ne veut pas le masquer, on veut le faire ressortir. On ne veut pas le masquer avec une sauce, dans le sens le masquer avec une sauce. Au contraire, on a envie de mieux le sentir. Et c'est pourquoi l'assaisonnement se fait très régulièrement avec les mêmes produits, c'est-à-dire la sauce soja, le saké, l'alcool pour la cuisine, le sucre. Et ce sont des façons de faire ressortir le goût de l'aliment sans le masquer. Et pour les Japonais, ça c'est vraiment très important, c'est vraiment ça le cœur de la cuisine japonaise. Alors, il y a également, évidemment, l'umami, qui est donc un concept qui est un peu compliqué pour nous, parce que c'est assez récent en japonais, le terme umami existe depuis longtemps, mais pour nous, ça fait pas très longtemps, enfin, tout le monde ne connaît pas ce terme-là. Donc l'umami, c'est ce qu'on appelle le cinquième goût parfois, c'est-à-dire qu'on a constaté que sur la langue, on a des récepteurs pour le salé, le sucré, etc., mais on en a aussi pour l'umami. Ce qui est compliqué avec l'umami, c'est que c'est pas en soi véritablement un goût, c'est plutôt une sensation, c'est lié à d'autres choses, c'est la façon de faire ressortir le goût des choses. Et la sauce soja, par exemple, est riche en umami, et c'est vrai que si vous faites sauter des légumes, ou les faites bouillir et vous les mangez tels quels, ou si vous rajoutez un peu de sauce soja, ou le fait qu'il y a du sel, mais ça va faire aussi ressortir les saveurs, et ça va être incomparablement plus agréable à manger. Et c'est quelque chose auquel les Japonais sont très sensibles. Et donc, l'umami se trouve dans différents aliments. Il y a certains acides aminés qui donnent l'umami, le plus célèbre étant la glutamine, qui, une fois synthétisée, devient le glutamate, que vous avez peut-être vu, dont vous avez peut-être entendu parler, auquel on reproche d'être mauvais pour la santé. Enfin, il y a tout plein de débats autour de ça. Mais donc là, on parle d'un exhausteur de goût qui a été synthétisé. Au départ, il a été trouvé dans les algues kombu qui servent à faire en partie le bouillon de la soupe miso, qui est un umami très très pur, n'est-ce pas? Et ça a été synthétisé, ça a été isolé et synthétisé, mais au départ, ça existe dans la nature, ça existe dans bon nombre d'aliments, dont certains que nous connaissons nous aussi. Ça veut dire qu'il y en a dans la tomate,
il y en a également dans certains champignons, il y en a dans les fromages, ce qui fait que, évidemment, voilà, illustration dans la tomate. Et donc, c'est pas pour rien aussi que, par exemple, en cuisine italienne, je pense on met beaucoup de tomates sur les choses et qu'on met du parmesan, parce que tout ça, ça fait ressortir l'umami. Il y en a dans le jambon cru aussi. Et quand on parle des champignons, alors il y a les bolets, merci, mais il y a aussi les shiitake qui sont riches en umami et qu'on retrouve dans différentes choses, que ce soit dans des farces de ravioli ou qu'on met dans les marmites, là, vous savez, les hot pots japonais. Et évidemment, une autre source très importante d'umami, ce sont les algues. Ce ne sont pas des algues, pardon, excusez-moi. C'est le katsuobushi, ça veut dire les copeaux de bonite. Voilà. Et donc, effectivement, quand on fait une soupe miso, on a du soja fermenté, donc qui aussi la fermentation apporte de l'umami. On a en plus l'algue kombu qui sert de base au bouillon. Et après, on a soit des anchois séchés dans l'est du Japon, soit les copeaux de bonite qu'on vient de voir dans l'ouest du Japon. Tout ça qui va rajouter ce côté succulent, parce que l'umami, comme ça, c'est le fait qu'on a envie de plus en manger, c'est succulent, on sent mieux les goûts, etc. Et c'est quelque chose qui, comment dire, qu'on connaissait sans pouvoir mettre véritablement un mot dessus, hein, puisque quand on parle typiquement de la cuisine italienne, du fait de rajouter du parmesan, etc., c'est qu'on se rend bien compte que ça rend les choses meilleures au goût. Mais néanmoins, il n'y avait pas ce concept qui existe au Japon. C'est vrai que les Japonais sont très sensibles à cela. Et un autre endroit où on peut trouver de l'umami, c'est justement mon sujet de prédilection, c'est-à-dire le thé japonais. Le thé japonais, effectivement, dans les feuilles de thé, il y a cette molécule, il y a de la glutamine. Et selon comme il est travaillé, il ressort plus. Et donc, c'est plus marqué l'umami dans les thés japonais que des thés d'autres origines, dans les thés verts japonais. Et c'est aussi un goût qui, dans le thé, parfois on dit qu'il y a un goût d'algue ou un goût iodé. Donc, l'umami, effectivement, selon le produit, ne s'exprime pas exactement pareil, même si certains thés japonais très riches en umami, les Japonais diront qu'ils ont un goût de bouillon. Donc, on parle là du bouillon d'algues, on dira ça a un goût de dashi, ça a un goût de bouillon. Voilà. Donc, ensuite, en dernier, on a mentionné l'eau. Parce que, en règle générale, en Asie, l'eau est plus douce qu'ici. Ici, on a souvent une eau assez calcaire. On le voit quand on fait bouillir de l'eau, etc. Alors qu'en Asie, elle est souvent, et c'est le cas au Japon, elle est souvent nettement plus douce. Ce qui a pour résultat l'eau a moins de goût. Il n'y a pas une espèce de... On ne sent pas un côté comme ça minéral. Ça, elle est plus neutre. C'est ça que je voulais dire, elle est plus neutre. Et c'est assez important. Donc, quand vous cuisinez japonais, si vous pouvez, utiliser une eau assez neutre ou éventuellement une eau filtrée. Ça changera pas mal de choses. On parle de ça aussi dans la cuisine moléculaire. Je ne sais pas si ça parle à beaucoup de monde, mais donc il y avait toute une mode d'étudier en fait la chimie de la cuisine. Et ce faisant, on s'est rendu compte que l'eau jouait un rôle important. C'est-à-dire que quand vous faites cuire des légumes, si vous avez une eau dure, eh ben, ils ne vont pas cuire pareil, la texture à la fin ne sera pas la même. Et au Japon, comme ils ont la chance d'avoir une eau souvent assez neutre et douce, ça leur permet de faire des plats de légumes qui sont vraiment délicieux. Et si vous essayez de faire cela chez vous, il est préférable d'utiliser une eau la plus douce possible. Alors après, il est possible que ça joue aussi un rôle dans le fait que les légumes ici sont souvent un peu plus durs, un peu plus ligneux, alors qu'au Japon, ils sont souvent plus juteux et plus tendres.
Donc là, on va rentrer dans quelques conseils sur la cuisine japonaise si vous en faites à la maison. Puisque comme on a vu jusqu'ici, il y a beaucoup de sortes de cuisine japonaise, dont certaines qui ont différentes influences, mais qui ont toutes été transformées, revisitées par les Japonais. Et quel que soit le type de cuisine que vous voulez faire, il y a quelques points auxquels il vaut mieux faire attention, parce que comme les légumes ne sont pas tout à fait les mêmes, l'eau n'est pas tout à fait la même, il est difficile de suivre une recette japonaise telle qu'elle. Donc, c'est la raison pour laquelle on a pensé à vous donner quelques conseils, parce qu'on veut que vous en retiriez aussi des choses pour chez vous quand vous cuisinez japonais ou quand vous mangez japonais. Donc, quand vous cuisinez, les différents points, c'est d'abord se dire que pour les Japonais, le riz a un goût. Le riz a bon goût. Un bon riz a bon goût. Et ce n'est pas juste quelque chose de complètement neutre, complètement sans goût, et par la sauce, ou par l'assaisonnement, ou par ce qu'on met dessus, on lui donne un goût. Non, non, le riz en lui-même a un goût. Et donc, apprendre à apprécier le goût du riz, faire un bon riz, ce qu'on fera un peu plus tard, on vous montrera comment faire un bon riz à la japonaise, et apprécier son goût inhérent, le fait qu'il y a un peu d'umami dans le riz aussi, c'est le départ, si on veut ressentir la cuisine japonaise comme le font les Japonais. Voilà. Parce que pour les Japonais, il y a beaucoup de riz différents, à tous les prix, et c'est quelque chose qui peut être parfois un peu luxe même. Ensuite, comme j'ai dit, des légumes plutôt tendres si possible. Si vous n'en avez pas, faites attention aux durées de cuisson. Si vous avez une recette qui vient d'Internet, qui vient du Japon, méfiez-vous pour obtenir… Alors, au Japon, on aime bien que les légumes ne soient pas trop cuits, hein, il ne faut pas qu'ils deviennent tout mous, il ne faut pas qu'ils deviennent un peu à la purée. Au contraire, on aime bien qu'ils soient encore croquants, qu'ils soient un petit peu vivants encore, si je puis dire. Mais il faut quand même faire attention au fait que chez nous, l'eau est plus dure, les légumes sont plus durs, et donc il faut régler le temps de cuisson en fonction de cela. Ensuite, ça c'est plutôt pour des plats souvent type ravioli, etc. Choisir de la viande grasse. Malheureusement ici, longtemps le gras de la viande ça a été l'ennemi, alors que le gras c'est ce qui donne le goût. Mais le gras de la viande c'était l'ennemi, et donc souvent on vous met sur les paquets de viande hachée qu'il n'y aura pas plus de tant de pourcents de graisse. Mais si vous voulez faire des raviolis, c'est pas comme ça que ça marche. C'est-à-dire c'est un peu comme les saucisses. Une saucisse trop régime, trop légère, trop maigre, elle sera pas forcément très bonne à manger. Donc après, c'est un choix, c'est est-ce qu'on en mange moins souvent, mais on se fait vraiment plaisir, ou est-ce qu'on en mange plus souvent et on fait attention? À vous de voir. Moi, j'aurais tendance à penser qu'effectivement, c'est important d'avoir quelque chose de juteux, d'agréable, et puis tant pis si on n'en mange pas tous les jours. Et donc, quand on fait des raviolis, peut-être demander à votre boucher une viande type la poitrine, le lard frais, parce que ça doit être juteux. Normalement, la farce doit être rose, tirant sur le blanc. Et c'est valable pour beaucoup de plats de cuisine japonaise. Quand il y a de la viande, ça n'est que rarement une viande très maigre. Hein. Par exemple, le blanc de poulet n'a pas autant de succès que chez nous, par exemple, entre autres. Ensuite, si vous voulez faire des nouilles, donc au Japon, ils classent les farines en fonction de la force du gluten, ce qu'on ne fait pas tellement chez nous. Et nos farines sont plus pensées pour le pain que pour les nouilles. Donc, si vous faites des nouilles vous-même, avec une machine ou pas, rajoutez un peu de fécule, de maïs ou de pommes de terre. Ça peut aider à donner une consistance plus proche des nouilles qu'on trouve au Japon. Voilà. Donc là, comme on le voit, une fois de plus, entre ce qui manquait aux Japonais et les différents conseils, il y a quand même une très forte variété. Donc là, si on peut profiter pour passer un petit appel, s'il y a des restaurateurs ou de futurs restaurateurs
qui regardent ça, n'hésitez pas à ouvrir des restaurants qui sortent des sushis, des ramen. Ce serait bien qu'on puisse avoir une plus grande variété, comme la cuisine japonaise est tellement riche. Ensuite, maintenant qu'on a vu les goûts de la cuisine japonaise, faire ressortir le goût des aliments, le goût original, l'umami, l'eau. En fait, tout cela s'exprime dans un plat typique qu'on a mentionné plusieurs fois, c'est-à-dire les sushis. Et donc, on va passer aux travaux pratiques et on va vous montrer comment, en fonction de ces principes-là, pour garder le goût original, pour sentir l'umami, comment est-ce que les Japonais mangent les sushis. Alors, je vous dis à tout de suite. Voilà, on est de retour avec les premiers travaux pratiques. Donc, on vous avait promis 2. C'est le premier. Donc, cette fois, c'est comment est-ce qu'on mange les sushis au Japon. Donc, comme vous pouvez voir, on a pris des sushis nigiri, puisqu'au Japon, quand on dit sushi, on pense surtout au nigiri. Donc, la boulette de riz avec le poisson en dessus. Enfin, pas forcément du poisson, mais là, en l'occurrence, on est. Et donc, comment est-ce que les Japonais mangent cela? Alors, il faut bien se rendre compte que, donc, comme on a dit, l'important, c'est l'umami, l'important, c'est le goût original des aliments. Et là, évidemment, le riz, on a additionné du sucre, du vinaigre, mais normalement, ça ne doit pas couvrir, ça ne doit pas être trop fort, et on doit bien sentir le goût du poisson. C'est la raison pour laquelle aussi, il ne faut pas... Et puis attends. Voilà, on est de retour avec les travaux pratiques cette fois. Et les travaux pratiques, c'est comment manger les sushis à la japonaise. Donc, je pense que tout le monde, nombre d'entre vous, voire tout le monde, a déjà mangé des sushis. Donc, quand on dit sushi au Japon, l'image qu'ont les Japonais, c'est avant tout les nigiri. Ça veut dire nigiri, vous savez, c'est comme ça, poignée. Donc, formé à la main. Donc, il y a du riz, normalement du wasabi, ici, ce n'est pas toujours le cas en dessous, et le poisson par-dessus. Voilà. Donc, c'est un exemple de cuisine japonaise dans le sens où le goût du riz est important. Il est rehaussé par du sucre et du vinaigre, mais on doit quand même sentir l'umami du riz. Et puis, il y a le poisson. Et pour bien sentir le goût du poisson, il ne faut pas qu'il y ait trop de sauce soja. Et donc, pour les Japonais, ce serait dommage si le bon goût du riz et du poisson était complètement éclipsé par le sel de la sauce soja. Après, on a des aliments comme ça ici aussi, où on se dit, quand on voit des gens qui mettent trop de sel, on se dit, il ne reste plus le goût de l'aliment de départ. Au Japon, c'est un principe qui est très important. Donc, pour ce faire, comment est-ce qu'au Japon, on mange des sushis? Voilà. Alors, avec les doigts, ça se fait aussi, ou avec les baguettes. Là, on va faire avec les baguettes, mais avec les doigts, c'est tout à fait poli. Voici. Donc, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut mettre la sauce soja sur le poisson et non pas sur le riz, parce que ça désagrège le riz, et puis le riz, ça va trop pomper. Donc, pour ce faire, comment est-ce qu'on fait? Clac, on renverse le sushi, on l'attrape, on trempe le bout dans la sauce soja. Voilà, il ne faut pas qu'il y en ait trop, hein, c'est vraiment pas beaucoup. Et puis après, on y va, comme ça, avec la face, le poisson, vers le bas. Hein. Il ne faut pas manger avec le riz en dessous, idéalement, en ascendant. On fait comme ça. Ah, oui. C'est bon. Donc voilà, avec le poisson comme ça. Donc là, je ne vais pas mordre tout de suite dedans, parce que ce sera plus difficile pour parler. Donc c'est comme ceci qu'on le mange. Voilà, et normalement, c'est en une bouchée. Hein. On ne mange pas en plusieurs fois. Voilà. Et donc, si vous mangez des makis, dans ce cas-là, il faut essayer de tremper comme ça un petit peu en biais pour que ça touche la feuille d'algue et le riz, et donc que ce soit de nouveau pas trop salé. Il ne faut pas les imbiber.
parce que sinon, ça masque le reste. Et c'est aussi pour ça, évidemment, que c'est un produit, enfin, que tout type de cuisine relativement simple, si on peut dire, hein, ça veut dire où on veut sentir le goût des aliments, il faut évidemment que la qualité des ingrédients soit au top, sinon c'est pas aussi succulent. Voilà, très bien. Et puis, on n'en a pas parlé, mais c'est vrai qu'au Japon, on ne boit pas toujours en mangeant pour la digestion. Mais il y a une exception, et c'est les sushis. Et donc, forcément, pour moi qui aime beaucoup le thé vert, c'est une combinaison qui est quand même un mariage qui est quand même très agréable, un thé vert avec des sushis. Voilà, sur ce, je vous souhaite bon appétit et on continue la présentation. J'espère que la petite démonstration de sushi vous a plu. On est de retour en costume. On va parler un petit peu donc de hara hachibune, manger à 80%. Donc, comme je vous l'ai dit, l'idée c'est de ne pas trop manger. Disons que souvent pour nous, manger complètement, se sentir rompu, c'est un des plaisirs de l'existence. Ah, on a bien mangé, qu'est-ce qu'on a mangé, etc. Mais c'est vrai que traditionnellement, au Japon, et pas que, hein, si vous avez des origines ailleurs en Asie, c'est je crois le cas aussi, on dit qu'il vaut mieux ne pas manger jusqu'à atteindre la satiété complète. C'est-à-dire qu'il y a le plaisir des sens quand on mange et le plaisir de manger des bonnes choses, mais il y a aussi le bien-être après le repas. Se sentir bien, se sentir pas forcément lourd ou voire mal après avoir mangé. Et c'est quelque chose d'assez fondamental puisque il y a une sorte de dicton, hachibome, comme on le voit là en caractère chinois, qui indique que cela, donc c'est le signe que c'est important au Japon de ne pas être mangé jusqu'à exploser. Et ça fait partie de toutes ces choses qui font, je pense, que la cuisine japonaise aussi a du succès. C'est-à-dire qu'il y a le goût, il y a la préparation, il y a la variété des plats, etc. Et il y a le fait que souvent les gens vous disent, quand j'étais au Japon, j'ai jamais été malade, je n'ai jamais eu de problème de digestion. J'ai croisé des gens qui m'ont dit, je me souviens, je voyageais beaucoup, j'étais hôtesse de l'air, et j'avais toujours des difficultés où que j'aille, sauf au Japon. Et c'est aussi lié au fait qu'ils visent une cuisine assez digeste, comme on l'a fait la cuisine traditionnelle japonaise. Normalement, il n'y a pas trop de friture, les goûts sont relativement légers, etc. Et en plus, les portions ne sont pas énormes, ne visent pas à satisfaire le client en se disant avec une assiette qui déborde, il va être content. Et c'est aussi ça qui compte. Et c'est aussi ça qui fait le charme de cette cuisine. Maintenant, nous allons parler un petit peu de ce qui, comme vous le savez sûrement, me passionne, c'est-à-dire la culture du thé. Donc évidemment, si on a ouvert Marucha, c'est aussi parce que le thé est très important et que pour moi, et que j'aime beaucoup en boire. Et donc, le thé est arrivé au Japon il y a de ça presque 1000 ans. Alors après, il ne s'est pas développé immédiatement, mais disons, ça fait plusieurs siècles qu'il fait partie de la vie des Japonais et de la vie culinaire japonaise. Et donc, comme on l'a dit déjà, il y a de l'umami dans le thé. Et puis, il est peut-être aussi important de dire comment est-ce que les thés consomment, pardon, c'est l'inverse, comment les Japonais consomment le thé. C'est-à-dire que nous, parfois, on boit le matin un café, pour ceux qui ne boivent pas de café, un thé comme ça à jeun. Au Japon, ça se fait plutôt, en règle générale, après le repas, ou alors pour accompagner une sorte de goûter, un 4 heures, des pâtisseries. D'ailleurs, il y a énormément de pâtisseries différentes, beaucoup à base de haricots, etc. Au Japon, c'est aussi lié au fait qu'ils ont été mis au point pour accompagner le thé en fonction des saisons, en fonction du type de thé que l'on boit. Les pâtissiers japonais
on crée plein de petites douceurs différentes. Et donc là, de nouveau, là, comme on disait tout à l'heure, les portions ne sont pas toujours gigantesques. C'est vrai que les pâtisseries japonaises sont souvent assez petites, c'est 1 ou 2 bouchées. C'est le plaisir sans l'excès. Et donc, pour que ce soit pas trop stimulant, on le boit après manger. Et puis, quand dans l'après-midi, on mange une sucrerie, on l'accompagne d'un thé japonais qui n'est pas sucré. Alors là, évidemment, c'est un peu plus compliqué maintenant. Il y a beaucoup de chaînes de boissons américaines y compris, donc ça a un petit peu changé. Mais c'est vrai que traditionnellement, il y a cette recherche d'équilibre entre une pâtisserie sucrée et un thé qui, lui, sans qu'il soit amer, en tout cas, ne sera pas sucré. Et donc, pour retrouver, quand on mange quelque chose comme ça de sucré, pour pas que ce soit écœurant, on boit un peu de thé et ça permet d'équilibrer le tout. Le thé, normalement, ne se buvait pas tellement pendant le repas. Il y a une exception, comme on l'a dit, c'est les sushis, mais souvent c'est plutôt après, pour aider à la digestion. Et quand on mange une sucrerie, là, on boit en même temps et ça permet de nouveau, comme quand on mange sans excès, de se sentir assez bien quand on a fini de manger et pas d'avoir parfois d'être légèrement écœuré parce qu'on vient de manger en se disant c'était un peu trop, c'était vraiment très très doux. Donc, et ensuite, on pense que le thé a une influence sur la digestion, typiquement des glucides, et ce qui fait que ça aide à digérer les glucides. Donc, ça peut être une aide pour les gens qui sentent parfois un petit peu lourd après le repas. Il n'y a pas que le café qui vous aide, il y a aussi le thé. Et maintenant, on va de nouveau se transporter et on va aborder quelques thés pour ceux qui ont peut-être un peu des réticences. Par quel type de thé vert commencer? À tout de suite. Nous avons donc décidé, en lien avec la cuisine japonaise, il y a aussi les boissons et donc le thé. Et nous avons décidé de vous présenter des thés qui ont peu d'amertume. Alors d'abord, un petit mot sur l'amertume. L'amertume, c'est aussi un apprentissage, c'est-à-dire que, sans doute comme beaucoup de gens, il y a des choses que vous aimiez quand vous étiez petit et petite et que vous n'aimez plus, et inversement, certains types de goûts qui ne vous attiraient pas et que maintenant vous appréciez, ou des aliments. Et donc, l'amertume, c'est aussi comme ça. C'est-à-dire qu'à force de se déshabituer du sucre, de boire des boissons sans sucre, cela change notre perception d'une boisson comme le thé vert. Et je vous conseille donc d'essayer de boire des boissons sans sucre aussi parce que c'est meilleur pour la santé. Et pour ceux qui veulent se lancer, pour commencer peut-être, nous avons sélectionné 3 thés qui ont moins d'amertume. J'ai nommé le Kukicha, le Genmaicha et le Kabusecha. Donc, on va commencer par le Kukicha. Alors, je le montre à la caméra. Donc, kuki en japonais, ça veut dire tige. Là, je pense qu'on le voit assez bien. C'est-à-dire que c'est un thé qui est fait avec des tiges ou avec des tiges et des feuilles. Selon le producteur, selon que vous l'achetez, le ratio tige et feuilles n'est pas toujours le même. Parfois, il n'y a que des tiges. Parfois, c'est plus ou moins coupé avec des feuilles. Et donc, l'intérêt de ceci, c'est que c'est un thé vert, ça reste un thé vert, mais néanmoins, il y a moins de caféine. Et qui dit moins de caféine, dit moins d'amertume. Mais ça veut dire aussi, qui dit moins de caféine, dit que si vous êtes sensible, que vous ne supportez pas très bien la caféine, qu'elle vous empêche de dormir, normalement, ou qu'elle vous stimule trop, normalement, le Kukicha est un thé qui est plus facile à boire pour beaucoup de gens parce que, ou que certaines personnes qui ne supportent pas d'autres thés supportent le Kukicha parce qu'il est plus léger à ce niveau-là. Donc, c'est un thé qui a un goût assez délicat, une liqueur assez jaune comme ceci, et qui, comme il ne contient pas trop de caféine, n'est pas trop amer.
Ensuite, un autre thé que nous avons sélectionné, c'est donc le Genmai Cha. Alors celui-là, il est quand même assez bien connu. Je pense que c'est pas très net. Voilà, c'est mieux. Le Genmai Cha, c'est un thé qui est quand même pas mal connu ici. Les gens l'appellent parfois le thé au riz soufflé. J'ai même entendu qu'il y en a qui l'appellent le thé popcorn. En fait, c'est un mélange de riz complet et de feuilles de thé vert. Et l'intérêt de ceci, c'est que comme il est coupé, il y a évidemment moins de thé dedans. Donc quand vous faites une tasse, vous mettez à peu près moitié moins par rapport à un thé classique, parce qu'il y a à peu près moitié de riz et moitié de feuilles, grosso modo. Et donc, vous vous retrouvez avec un mélange d'infusion d'une céréale, le riz, qui donne ce côté un peu comme ça, torréfié, parfumé, qui est agréable, avec en plus une infusion de thé vert, qui du coup est plus léger et qui aussi supporte mieux la température, les hautes températures. Il est plus difficile de rater un Genmai Cha qu'un thé vert type Sencha classique, parce que le riz va absorber une partie de la chaleur. Et donc, même si l'eau est un peu trop chaude, eh bien, le thé, normalement, ne sera pas mauvais pour autant. Voilà. Et enfin, le Kabusecha. Alors là, le Kabusecha, c'est vrai que c'est un thé qui est quand même moins connu, il faut être honnête. C'est un thé, là, c'est vraiment un thé vert avec des feuilles entières. Il n'est pas coupé, il n'y a pas de tige. C'est vraiment les feuilles du théier. Alors le Kabusecha, même au Japon, il est relativement rare. C'est pas le thé qu'on retrouve le plus. Mais c'est un thé intéressant parce qu'en fait, c'est un thé qui a été ombragé. Et donc, comme on a parlé de la cuisine japonaise, de la centralité du concept d'umami, du goût umami, eh bien, et comme on l'a dit tout à l'heure, le thé contient aussi de l'umami, et c'est plus ou moins vrai selon le thé dont on parle. En l'occurrence, le Kabusecha est riche en umami parce qu'il a été ombragé une semaine, comme je l'ai dit. Il a pas mal de succès, y compris auprès des gens qui, au départ, me disaient « Ah, je n'aime pas trop les thés verts parce que c'est amer ». Et maintenant, les deuxièmes travaux pratiques. Donc, on vous l'avait teasé au début, on va cuire le riz à la japonaise. Mais ça marche aussi, donc ça marche bien. Ce qu'on va vous montrer, ça marche bien pour le riz blanc. Donc, si vous avez un riz complet, c'est un peu différent. Il faut plus d'eau, etc. Mais donc, ça marche bien pour le riz blanc, japonais ou autre. Si vous pouvez faire ça avec un riz blanc, jasmin, thaïlandais, etc. Ça marche bien aussi. Voilà. Donc, on va vous montrer ça étape par étape. Donc, on va couper plusieurs fois. On va essayer que ce ne soit pas trop désagréable à suivre. Et donc, ne vous étonnez pas, il y aura des petits sauts. Donc, voilà. On va commencer par tremper le riz. Donc le riz, en hiver, il faut le laisser tremper en tout cas 1 heure, ou alors en été, une demi-heure, selon les Japonais. Bon, après, si votre maison elle est bien chauffée et puis qu'entre l'été et l'hiver, il n'y a pas de différence, vous pouvez essayer de laisser tremper moins. On peut toujours laisser tremper plus, c'est pas très grave, mais par contre, si possible, pas moins. Et donc, au Japon, on laisse tremper le riz parce qu'on ne veut pas que le riz soit al dente. C'est pas du risotto, il ne faut pas que le cœur soit encore croquant. Au contraire, il faut qu'il soit bien cuit et tendre jusqu'à l'intérieur. Et donc, pour éviter toute mauvaise surprise, on le laisse tremper une demi-heure dans de l'eau. Donc, commençons par le début. Donc, si vous avez un autocuiseur de riz, évidemment, c'est assez facile. Les autocuiseurs de riz type japonais sont vraiment très très bien. Ils cuisent plus lentement que les nôtres, parce que si vous en achetez un d'ici, en 20 minutes, une demi-heure, le riz est prêt, alors que les japonais, c'est plutôt 45 minutes, 1 heure, mais le résultat n'est pas le même. Mais voilà, ça n'empêche pas qu'on peut faire du très bon riz à la casserole. Donc au départ, qu'est-ce qu'on fait? On prend du riz, on mesure le volume. On met, là, il y avait l'équivalent de 2 tasses, 2 mesurettes japonaises, donc c'est 1 déci-8. Et puis, on a mis le riz dans la casserole et ensuite on l'a lavé. Alors on le lave 1 fois ou 2 fois,
Ça dépend. Il y a beaucoup de gens qui ont un avis sur la question. Il y en a qui considèrent qu'il faut laver le riz jusqu'à ce que l'eau soit complètement cristalline quand elle ressorte, que tout l'amidon soit parti, etc. Ça dépend des goûts. Il n'y a pas de vérité absolue sur la question. Disons que nous, on lave en général une fois parce que aussi ça utilise de l'eau. L'eau qui a servi à laver le riz peut servir après à arroser les plantes. On peut la réutiliser. Il ne faut pas forcément l'acheter. Mais donc, on lave une fois en remuant un peu. Hein. C'est pas juste on met de l'eau et puis hop dans la passoire. Normalement, il faut remuer un petit peu comme ça. Là, il faut peut-être pas écraser les grains, mais quand même un petit peu remuer, etc. Vous jetez cette eau. Et puis ensuite, il faut rajouter 1,2 fois le volume de riz en eau. Il y a une autre méthode qui s'emploie beaucoup en Asie, qui est plus simple, c'est d'utiliser votre doigt. On dirait que tout le monde n'a pas le même doigt, c'est vrai. Mais disons que grosso modo, quand vous mettez de l'eau, le riz est aplani, vous mettez de l'eau jusqu'à ce que ça arrive à peu près jusqu'à la première phalange de votre index. Et donc, forcément, c'est un petit peu au pif, mais ça marche pas mal. Donc voilà, ça fait à peu près ça. On a parlé de l'eau douce, etc. Si vous avez une eau douce ou une eau filtrée, c'est sûr que le riz sera meilleur à la fin. Donc là, c'est ce qu'on a fait. On a déjà auparavant lavé le riz, ensuite jeté l'eau, remplacé par une eau filtrée. Et l'eau que vous voyez là, c'est donc une eau filtrée et on l'a mis à tremper. Là, ça fait un peu plus d'1 heure qu'il est à tremper. Et à partir de maintenant, on va commencer la cuisson. Donc, la cuisson, au départ, donc c'est toujours à couvert. Attention, il y a toujours le couvercle. Et au départ, c'est à feu vif. Là, comme vous voyez peut-être, c'est une plaque à induction. Donc, ça réagit assez vite. Si vous avez des vieilles plaques à la maison qui ne réagissent pas trop vite, faites attention. Parce qu'un plus tard dans la cuisson, on va baisser le feu. On va mettre le feu doux, feu très doux. Et donc, à ce moment-là, si votre feu reste fort pendant un bon moment, c'est un peu dangereux. Donc, dans ce cas-là, il vaut mieux commencer plutôt par un feu moyen. Donc, c'est à vous de voir, ça dépend de votre installation à la maison. Malheureusement, il faudra faire un peu des expériences pour arriver au bon résultat. Mais là, comme c'est de l'induction, on va commencer par mettre à feu vif. Donc, il s'agit de porter à ébullition. On est de retour. Le riz arrive bientôt à ébullition. Donc là, je vous montre, normalement, il faut laisser couvert toujours. Voilà, ça ne va pas tarder. Oui, presque. Et donc, une fois qu'il arrive à ébullition, comme là maintenant, je vais baisser un tout petit peu quand même, il faut laisser 2 minutes à ébullition. Il faut laisser bouillir pendant 2 minutes. Voilà, on va laisser pendant 2 minutes continuer à cuire. Et ensuite, une fois qu'on est arrivé à ces 2 minutes, on va baisser le feu, on va le passer à feu très très doux. Et ensuite, on va le laisser cuire à feu doux pendant 10 à 12 minutes, toujours à couvert. On vous retrouve tout à l'heure, une fois que les 10 à 12 minutes, donc après les 2 minutes à feu vif, les 10 à 12 minutes à feu doux seront écoulées. On vous retrouve à ce moment-là. À tout de suite. Donc, il s'est écoulé 10 minutes. Le riz est percé de trous à la surface. C'est l'endroit par lequel la vapeur et puis l'eau s'est glissée. Donc là, il n'y a plus le bruit de bulles, etc. Donc ça veut dire que toute l'eau a évaporé. Donc une fois ceci fait, donc,
feu vif 2 minutes, feu très doux 10 à 12 minutes. Là, on va repasser en feu vif pendant 10 secondes. Voilà, donc 10 secondes. Et c'est terminé. Donc là, après, feu vif, feu doux et à nouveau feu vif concernant seulement 10 secondes. Grosso modo, le riz est prêt. Il reste la dernière étape, c'est-à-dire on va le laisser terminer de cuire dans sa propre vapeur pendant 10 minutes. Et c'est seulement à ce moment-là qu'on sera prêt à être servi. Voilà. Donc, on vous retrouve dans 10 minutes. Voilà, nous y sommes. Le riz a cuit. On l'a laissé reposer dans sa vapeur pendant 10 minutes. Vous voyez, il se présente comme ceci. Et maintenant, la dernière étape, c'est de le mélanger. Alors, il ne faut pas écraser les grains. Il ne faut pas abîmer le riz qu'on a mis, pour lequel on a pris, on a fait tellement attention et on a fait tellement d'efforts pour bien le cuire. Donc, il faut faire des coupés comme ça en diagonale, ça pour l'aérer, sans l'écraser. Et puis ensuite, on va chercher depuis le fond et on le mélange. Voilà, comme ceci. Et voilà, un riz fait à la japonaise ou à l'asiatique, hein, selon ce que vous voulez faire, qui est prêt, qui est bon. Et bon appétit, bien sûr. Nous sommes arrivés à la fin de cette petite présentation sur la cuisine japonaise, un petit peu sur le thé japonais. On espère que ça vous a plu, que ça vous a intéressé, que vous en aurez retiré quelque chose, peut-être pour faire cuisiner à la maison. Si vous avez des remarques, des questions, des avis à partager, n'hésitez pas à nous les faire savoir sur les réseaux sociaux ou en nous contactant directement. Et on vous remercie encore d'être resté avec nous jusqu'à la fin. ありがとうございます。ありがとうございます。